C'est l'heure de notre panel américain. Je retrouve avec plaisir Catherine Loubier, Raphaël Jacob et Michel C. Auger. Bon début de soirée à vous trois. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Donc, on dit que le sport rassemble. Et aujourd'hui, c'était le tirage de la FIFA pour la Coupe du monde 2026, co-organisé par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, les chefs de gouvernement et d'État étaient là. Claudia Sheinbaum, Mark Carney et Donald Trump. Et ma foi, M. Trump était dans de bonnes dispositions. Écoutons le président. We've had a tremendous working relationship with Canada. We have our Prime Minister of Canada there, and we have our President of Mexico. And we've worked closely with those two countries, and the coordination and friendship and relationship has been outstanding. And I want to thank you both very much, and your countries very much. OK, Catherine, là, on dissèque chaque mot et chaque virgule du président Trump lorsqu'il met dans la même phrase M. Carney et la relation commerciale ou la relation. Là, il dit « Nous avons de très bonnes relations, une grande amitié entre le Canada et les États-Unis ». Qu'est-ce que vous tirez, si vous tirez des conclusions de ce que M. Trump a dit aujourd'hui? Je pense que M. Trump parlait beaucoup de la collaboration sur FIFA et sur l'ASEUM. C'est le même ton un peu qu'on a entendu avant dans les relations avec le Canada et le Mexique, mais ça donne pas grand-chose parce qu'en attendant, les tarifs sont toujours là, il empoche des revenus et il garde cette espèce de crainte-là. Hein, même, il l'a alimenté il y a quelques jours en disant que ça se pourrait que cette entente-là expire. Cette entente-là, n'importe quel un des trois pays peut y mettre fin avec un avis de 6 mois. Donc, il laisse entendre que c'est pas du tout certain que ce sera renégocié. Et je pense que ce que ça fait, c'est que ça lui permet d'avoir le gros bout du bâton, puis d'avoir un pouvoir de négociation, puis de continuer d'attirer des investissements. Justement, puis je termine là-dessus aujourd'hui, Stellantis a annoncé 13 milliards d'investissements aux États-Unis. Ouch! Donc, il brise un contrat apparemment à la passé dont on ne connaît pas les détails avec le Canada le même jour. Donc, ça peut bien être notre ami, mais dans les faits, on continue de subir des contre-coups. Est-ce que ça veut dire, Raphaël, qu'il n'est pas pressé, M. Trump, de renégocier l'ASEUM puis que, dans le fond, son grand plan de tarifs fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne, c'est un autre débat, mais est-ce que c'est son plan, clairement? Oui. Écoutez, je vais garder mon temps de parole peut-être pour plus tard, parce que la seule conclusion que je tire, c'est essentiellement celle de Catherine et celle-ci. Arrêtez de disséquer chaque mot, parce que ces mots-là, on va les entendre à répétition pour les prochains mois. OK, je vous en soumets d'autres mots à vous, Michel. Un extrait de M. Trump sur, justement, l'ASEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Écoutons M. Trump. It expires in about a year, and we'll either let it expire or we'll maybe work out another deal with Mexico and Canada. But look, Mexico and Canada have taken advantage of the United States, like just about every other country, in all fairness. It's not them, I'm not blaming them. Bon, est-ce que c'est des calories vides, tout ça, Michel? Les calories vides, c'est la bonne entente qui était due à la Coupe du monde. Ça, c'est des calories vides. Ça, c'est peut-être des calories plus substantielles, c'est-à-dire dire les États-Unis, le Canada et le Mexique ont pris avantage des États-Unis. C'est comme tous les autres pays, ils ne sont pas corrects avec nous. On peut mettre fin à cette entente-là demain matin, ce qui n'est pas exact. Et on a entendu, je crois que c'est le secrétaire au commerce, dire « Ah, ben, vous savez, on pourrait aussi faire 2 ententes, une avec le Canada et une avec le Mexique. » Alors, à un moment donné, tout est dans tout, là. Toutes les possibilités sont là. On ne sait pas encore ce que M. Trump veut vraiment. Laissons passer les festivités de la Coupe du monde, puis on verra après, j'imagine. Catherine, nous, ce qu'on a peut-être de la difficulté à mesurer ici, c'est l'effet des tarifs sur l'économie américaine, le grand plan de M. Trump. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? On entend que l'économie est peut-être un peu au ralenti, que là, il sent peut-être un peu de pression. Ça va comment aux États-Unis? Bien, ça va pas bien dans ces sondages, ça c'est certain. Hein. Il commence à avoir vraiment des signaux rouges, des signaux d'alarme quant à la perception des Américains de son impact sur leur coût de la vie. Est-ce qu'ils sont mieux qu'il y a quelques années avec Donald Trump? Mais il n'a pas déployé la grande communication de ses résultats sur les tarifs et sur ses politiques économiques. Donc, je pense qu'après les fêtes, on va le voir se vanter de toutes sortes de résultats. Mais c'est quand même quelque chose de voir les trois, Mexique, Canada, États-Unis, jouer à l'espèce de bingo FIFA, pour une fois, avec les mêmes règles du jeu. Hein? Raphaël? Non, rien à ajouter. Non, mais OK. Donc, sur l'ASEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, est-ce que M. Trump envoie des messages qu'il veut renégocier,
qu'il veut des ententes de libre-échange ou on sent que dans son discours, il est plus dans sa vision protectionniste des États-Unis? Ça dépend de la journée. D'où la conclusion de tantôt d'arrêter de disséquer et d'obséder avec chaque petite itération qui peut sortir de sa bouche. Écoutez, pendant la campagne de 2024, il avait répété presque solennellement à répétition que s'il était réélu, il allait la reconduire, cette entente-là, qui, doit-on toujours le rappeler, contrairement à l'ALENA des années 90, est son bébé à lui. Même si, sur le fond, l'entente est très semblable à l'ALENA, politiquement, c'est sa création de son premier mandat. Là, on arrive, le mandat commence et les propos changent quelque peu. Il faut toujours garder en tête qu'on a affaire à un type qui négocie comme ça. Donc, les propos à la fois du président et de ceux auxquels, je présume, Michel faisait allusion, de Jamieson Greer, son représentant au commerce, comme quoi on pourrait simplement laisser l'entente arrivé à échéance, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Il ne faut pas nécessairement tirer une ligne directe entre des propos de la sorte et une réelle échéance, une fin de cette entente-là dans 2 ou dans 3 mois. Là. Puis d'ailleurs, la réaction de Mark Carney, du cabinet de Mark Carney, a été très brune-beige, là, sans saveur, sans odeur. Là. C'est-à-dire, on s'est parlé, puis on va négocier la CEUM à un moment donné, puis laissez-nous vivre d'ici... Bien, il n'a pas dit ça, là, mais c'est un peu ce que ça voulait dire. Il n'y avait rien à tirer de cette rencontre-là avec M. Trump aujourd'hui. OK, d'accord. Michel, parlons de Pete Hegseth. C'est le secrétaire du département de la guerre. C'est comme ça qu'on appelle ça dorénavant aux États-Unis. Oui. Là, il est un peu dans le trouble, en tout cas sur la sellette, parce que il s'est fait accuser d'avoir donné de frapper une deuxième fois un bateau de supposés narcotrafiquants dans le but de tuer ceux qui avaient survécu à la première frappe, ce qui pourrait constituer un crime de guerre. Lui affirme qu'il n'était pas au courant de la deuxième frappe, donc celle qui a achevé des membres d'équipage de ce bateau. Écoutons M. Hegseth. Ça s'en vient. I watched that first strike live. As you can imagine, at the Department of War, we got a lot of things to do. So I didn't stick around. A couple of hours later, I learned that that commander had made which he had the complete authority to do. And by the way, Admiral Bradley made the correct decision to ultimately sink the boat and eliminate the threat. Donc, lui dit que c'est l'amiral en charge qui a donné cet ordre-là, alors qu'il n'était plus dans la pièce. Puis là, il y a un autre scandale, c'est l'utilisation de l'application Signal. Vous l'avez peut-être sur votre téléphone cellulaire pour envoyer des messages encryptés, où il aurait partagé de l'information confidentielle de la défense à des proches via son téléphone. La question, Michel, c'est est-il dans le trouble, M. Hegseth? Il sera dans le trouble quand M. Trump décidera qu'il est dans le trouble. Les secrétaires sont là à la discrétion du président. Donc, tant que M. Trump n'est pas fâché contre lui, et il ne l'est pas actuellement. Donc, il y a 2 incidents là-dedans. Le premier, c'est celui dont vous avez parlé sur le bateau cette semaine. On a trouvé un amiral qui a dit « Oui, c'est moi qui ai donné l'ordre ». C'est pas tout le monde. Disons que c'est pas tout le monde qui croit à cette version-là. Ça, c'est une chose. La question de Signal, ça date du début du mandat. C'était des bombardiers qui décollaient et qui, sur Signal, donc, n'importe qui aurait pu lire ça. Donc, il y a eu une enquête là-dessus et l'enquête dit M. Hegseth a littéralement mis en danger des soldats américains en n'étant pas assez prudent et en utilisant cette application-là que n'importe qui peut mettre sur son téléphone. Alors, il faudra voir maintenant quelles suites sont données à ça, mais c'est un rapport d'enquête pour l'instant et rien d'autre. Qu'est-ce qu'on comprend, Catherine, de l'appui de M. Trump à M. Hegseth? Bien, l'appui je pense que l'incident qu'on a vu aujourd'hui, là, ou les 2 incidents dont on vient de parler, là, ça remet en cause où s'arrête le droit, hein, la primauté du droit en mer dans une situation de guerre. Est-ce que les 2 personnes qui étaient dans le bateau après la première attaque poursuivaient encore des activités qui pourraient contribuer aux narcotrafiquants? Bon, premièrement, je pense qu'on va en avoir des dizaines et des dizaines de situations comme ça où on va falloir couper au couteau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a eu raison? Alors, M. Hegseth est très critiqué sur ses communications et la chaîne de commandement. Okay? Pourquoi je dis qu'il y en aura plus? Parce qu'on a vu aujourd'hui dans la stratégie de sécurité nationale qui a été publiée de Donald Trump que finalement, il redéfinit la géopolitique mondiale. Il dit, moi, je vais m'attaquer, par exemple, aux cartels en Amérique latine, je vais faire la guerre aux cartels en Amérique latine. C'est véritablement de dérouler une guerre qu'il est en train de faire là. Et de l'autre côté, cette stratégie disait, l'Europe est en déclin économique, en déclin à cause des migrants,
Et il se positionne en disant finalement que l'Europe est un facteur qui va être déterminant dans la stratégie des États-Unis. Et si la guerre en Ukraine avec la Russie ne se règle pas, ça avancera vers l'Europe et ce sera à l'Europe de se réarmer. C'est ce qu'ils font pour se défendre. Donc, il y a un paquet de choses dans cette stratégie-là qui nous laisse croire que des situations comme celle-là, où on brouille le droit et l'offensive de l'armée, on n'est pas à la dernière situation. Donc, on repousse comme les limites, comme vous le disiez, les limites du droit international et de l'utilisation de ce droit-là. On teste les limites. Est-ce que ça peut être un jeu dangereux, Raphaël, pour M. Trump et son gouvernement? De façon plus globale, Sébastien, il y a une question qui me revient continuellement. Ça fait une semaine que ça dure, cette saga-là de la deuxième frappe. J'ai l'impression, pour citer Will Ferrell dans Zoolander, de prendre des pilules de folie, d'être le seul à me poser cette question-là. En quoi est-ce que la deuxième frappe est si grave que ça dans le contexte de la première? Le problème de fond, c'est la première frappe, c'est pas la deuxième. Considérez simplement ceci. La saga dont on parle, de la deuxième frappe, c'est survenu le 2 septembre dernier. Le 25 octobre, donc à peine un peu plus d'un mois plus tard, dans des circonstances qui, dans l'ensemble, étaient extrêmement semblables, on a procédé à une autre frappe de la sorte, contre un autre navire de la sorte, qui a fait, devinez quoi, des morts, à l'exception de 2 personnes qui ont survécu. Et qu'a fait l'armée américaine? Mais dans ce cas-là, on les a rescapés. On s'est retourné du côté du département de la Justice et on a posé la question suivante, je paraphrase. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 survivants-là? Et là, la réponse, évidemment, je la paraphrase aussi du département de la Justice américain, ça a été de dire « relâchez-les ». On n'a pas de preuves nécessaires ou suffisantes, j'aimerais dire, pour les inculper. Donc, permettez-moi que quelqu'un, s'il vous plaît, de comprendre. Preuves insuffisantes pour inculper, mais preuves suffisantes pour assassiner. Donc, c'est encore incompréhensible, mais l'idée de M. Trump, puis expliquez-moi, Raphaël, c'est de faire la guerre. Il se dit en guerre contre le narcotrafic, donc ça justifie la frappe, mais selon les conventions, quand vous avez des blessés, en principe, sur le terrain de guerre, vous n'êtes pas supposé les achever, si je comprends bien. Ça ne justifie pas la frappe d'un point de vue constitutionnel, pas plus que quand il disait qu'Israël méritait d'être défendu et qu'il frappait unilatéralement l'Iran il y a à peine quelques mois, c'était davantage justifié constitutionnellement. L'article 1 de la Constitution américaine est noir sur blanc, sans équivoque. Le pouvoir de lancer une guerre, de déclarer la guerre, c'est du ressort exclusif des élus du Congrès américain. Aux dernières nouvelles, il n'y a jamais de déclaration de la sorte qui a été faite ni contre l'Iran, ni contre le Venezuela. Et soit dit en passant, juste pour que ça soit très, très clair, c'est pas un problème qui touche simplement l'administration actuelle de M. Trump ou une administration républicaine plus que démocrate. Vous savez, dans les dernières heures, on a eu un élu démocrate du Connecticut, M. Himes, pour ne pas le nommer, qui est sorti, écoutez, en point de presse, après avoir vu des images des fameuses frappes. Il avait pratiquement la lèvre qui tremblait, les yeux qui larmoyaient. C'était une des images les plus troublantes, selon lui, qu'il n'avait jamais vues de sa carrière professionnelle. Où était ce type-là lorsque un président de son parti, M. Obama, lançait des centaines de drones, tuait des gens dans des pays comme le Pakistan, comme le Yémen, qui n'avait jamais fait l'objet de déclaration de guerre de la part du Congrès américain. Autrement dit, c'est une problématique depuis des générations. C'est là qu'on le voit simplement présentement de façon spectaculaire. Voulez-vous ajouter quelque chose, Michel? Juste de dire que la déclaration de guerre qui est dans la Constitution américaine, on ne l'a fait à peu près plus jamais. Exact. Le Vietnam n'a pas eu une véritable déclaration de guerre. Il y avait pas mal de monde qui sont morts pour une non-guerre. Ouais. Mais vous avez dit quelque chose d'important, Sébastien. Les lois de la guerre qui sont approuvées par les États-Unis, les règles d'engagement disent on ne rachève pas les blessés. Et c'est là-dessus que les 2 personnes qui étaient rescapées dans le bateau ont été tuées. Et ça va causer débat encore pour un bout. On va terminer en parlant de la suspension des demandes d'immigration en attente de 19 pays. Là, il faut que vous m'expliquiez, Catherine, mais donc, à la suite de l'attaque contre des membres de la Garde nationale, M. Trump, moi, ce que je me rappelais, c'est qu'il avait suspendu les demandes d'immigration en provenance de l'Afghanistan parce que le tueur était originaire de l'Afghanistan. Mais là, il a rajouté plein de pays pour suspendre les demandes d'immigration. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il veut redéfinir c'est quoi être américain et à qui on permet d'être américain, en fait. Hein? Il resserre la définition et il dit, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas besoin de ces pays-là et la rumeur veut qu'il y ait d'autres pays qui s'ajoutent à ça. Donc, c'est moins... c'est une stratégie d'America First, l'Amérique en premier,
qu'il pousse avec ce narratif-là. Ça lui permet aussi de soulager, ça, on en a parlé il y a longtemps, là, mais de soulager finalement toute l'immigration sur le système américain, sur le logement, bon. Mais c'est ça sa motivation, premièrement. Puis il peut choisir comme ça des pays de façon aléatoire, Raphaël? C'est là qu'on va voir un énième test, Sébastien, devant les tribunaux. Le test, il l'avait gagné dans son premier mandat, il faut le rappeler. C'était pas aussi vaste que ça, mais il avait, au tout début de son mandat, tenté d'empêcher les ressortissants de 6 pays d'entrer. La Cour suprême l'avait validé, ce décret-là. Au final, ça avait pris plusieurs mois. On verra dans ce cas-ci. Très bien. Michel, sur les politiques d'immigration, est-ce que M. Trump respecte son programme, dans le fond, de ralentir l'immigration? De façon générale, peut-être oui, mais là, il a dit cette semaine, après l'assassinat de ce National Guard à Washington, tout le tiers-monde, on ne veut plus personne du tiers-monde. Vous remarquerez que dans la liste, c'est tous des pays du tiers-monde. Par contre, il y en a plusieurs qui vont être invités à la FIFA. Je vais faire le tour complet, là. Alors, on verra à la FIFA si l'équipe haïtienne, par exemple, qui s'est qualifiée, peut aller jouer aux États-Unis. Bonne question pour terminer le panel. Merci beaucoup, les amis. On se reparle la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Merci. Merci. Au revoir.